Je vais répondre d'abord aux inquiétudes de ma collègue. C'est vrai qu'en commission et sur la base des éléments dont nous disposons et qu'elle nous a donnés, avec talent d'ailleurs, je l'avais fait remarquer à la commission, que le rapport et la façon dont il était présenté à la commission étaient excellents. Ceci dit, il est autorisé aux parlementaires de continuer à se documenter entre le moment où on a pris une position à la commission et le moment où on intervient ensuite dans cet hémicycle. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt d'un passage en commission pour travailler un sujet, mais aussi après d'un passage dans l'hémicycle, que ce soit pour les propositions de loi, les projets de loi et les textes que nous avons à ratifier. Et donc c'est dans cette démarche-là, et je rassure déjà ma collègue, je ne voterai pas contre ce texte, parce que je reste avec des inquiétudes, je les ai exprimées, je vais continuer à les exprimer, mais j'ai bien mesuré l'intérêt de ce nouvel accord pertinent par rapport au Nigeria. Madame la ministre, je suis content si ça vous rassure aussi, mais attendez la suite quand même. Donc la motion de rejet préalable m'a permis d'évoquer la question des accords de défense d'une manière générale, de parler des problématiques de la France-Afrique et de vous proposer une réflexion qui s'ouvre, qui permette à la représentation nationale d'indiquer quelques lignes rouges à notre diplomatie en amont de la négociation des traités. Alors permettez-moi maintenant de revenir plus précisément sur le fond de cet accord. Il est issu de la prise de conscience en 2014 que le terrorisme transfrontalier au Sahel, autour du lac Tchad et au Sahara, pouvait largement déborder au Nigeria, et que malgré l'absence d'une influence politique de Paris sur Abuja, il fallait se rapprocher pour lutter ensemble contre Boko Haram, qui sévit dans la zone sahélienne du lac Tchad. Mais le Nigeria, bien qu'État frontalier du Sahel, ne fait pas partie du G5 Sahel. Et la rapporteure l'a dit tout à l'heure, ça faisait partie de mes propositions en commission. Pourquoi ne pas élargir ce G5 Sahel au Nigeria? Cela permettrait de prendre le problème de manière plus globale. Et comme je l'avais souligné aussi en commission, je propose également que la réflexion sur le Sahel soit totale et d'y inclure aussi la République arabe sahraoui démocratique, qui est sur ce territoire. En effet, cet État joue un rôle majeur à la frontière sud du Maghreb pour endiguer les trafics qui passent par le Sahel et le Sahara. Il pourrait être intéressant que le G5 devienne donc un G7 Sahel, et je vois que j'ai déjà des supporters dans ce domaine, plus important, plus inclusif aussi, et permettant de couvrir une plus grande zone qui fait face à des problématiques similaires, notamment concernant les trafics illicites d'êtres humains, de drogue ou d'armes. Outre cette question du G7 Sahel, cet accord soulève la question de l'intensification des relations militaires entre nos deux pays, et notamment à travers l'autonomisation de l'armée nigériane. Mais cette autonomisation est une course d'influence politique et militaire, et vous le savez, puisque les armées, une fois formées par un État, avec le matériel de cet État, prennent ses réflexes, prennent donc son matériel et restent donc sous influence. Et la France n'est pas en reste avec cet accord qui lui ouvre la porte d'un pays peu réceptif actuellement à son influence. Cela nous laisse penser que cet accord permet aussi à la France de pénétrer sur le marché de l'armement du Nigeria pour trouver un nouveau débouché pour l'exportation de ces armes. S'agissant du Nigeria, il faudra déjà rester extrêmement vigilant sur les actions de l'armée nigériane. À plusieurs reprises, des ONG ont alerté sur les exactions de l'armée contre les populations civiles, sur des exécutions extrajudiciaires, des tortures et des enlèvements de supposés membres de Boko Haram. Le cas du bombardement accidentel par l'armée de l'air nigériane d'un camp en janvier 2017, je reste sur des exemples contemporains pour satisfaire mon collègue de La République En Marche, n'est-ce pas, 2017, qui a fait 234 morts, dont 9 travailleurs humanitaires, et en blessant 100 autres, est très inquiétant. En avouant qu'elle avait confondu ce camp de déplacés avec un camp d'insurgés, l'armée a démontré qu'elle pouvait être dangereuse pour la population civile. Vous me rétorquerez, raison de plus pour mieux les former, ça évitera qu'ils fassent des erreurs. Peut-être que vous m'expliquerez ça. La représentation nationale devra donc redoubler de vigilance dans le cadre de cet accord avec un pays dont l'armée semble très violente contre les populations civiles. Ce à quoi s'ajoute l'opacité des ventes d'armes françaises, dont on espère qu'elles ne serviront pas à commettre des crimes de guerre. De ce point de vue, le cadre juridique des exportations d'armes en France est inquiétant. Et peut-être que s'il était réformé, on aurait une autre attitude ici et d'autres interventions. Les licences françaises sont gérées uniquement par l'exécutif, sous le sceau du secret défense, n'est-ce pas, Madame la Ministre, mettant totalement hors jeu le Parlement. Députés et sénateurs n'ont aucune visibilité sur ce processus, contrairement à d'autres pays proches de nous, comme le Royaume-Uni, la Suède ou les Pays-Bas.
En France, seul un rapport sur l'exportation des armements est exigé du ministère des Armées sans que rien ne l'oblige à respecter les délais de parution annuels. A contrario, le Royaume-Uni doit présenter cela tous les trimestres et doit s'y astreindre. Les détails de ce qui est exporté par le Royaume-Uni sont également donnés, contrairement à la France où les catégories floues sont de rigueur. La Suède, quant à elle, dispose d'un véritable contrôle du Parlement par le biais de la présence de députés au sein de l'organe de contrôle des ventes d'armes. Sur ce point, par exemple, le Royaume-Uni est aussi très avancé avec un système de contre-rapport qui peut être fait et publié officiellement si le Parlement estime que les exportations d'armes n'ont pas été suffisamment bien présentées à l'exécutif. Nous sommes bien loin de tout cela en France. Et il est regrettable que bien trop peu de députés y soient engagés pour plus de transparence sur ce sujet, notamment en lien avec le massacre perpétré par l'Arabie saoudite sur des populations civiles au Yémen, potentiellement avec des armes françaises. Il serait en effet fondamental et très instructif de pouvoir enfin lancer la commission d'enquête proposée par notre collègue Sébastien Nadeau sur les ventes d'armes au Yémen. Le fait que cette demande n'ait toujours pas abouti est peut-être un silence coupable. L'exportation d'armements en direction du Sahel devrait être beaucoup plus stricte et contrôlée pour que nous évitions le drame libyen que je vous exposais tout à l'heure, où nous voyons aujourd'hui des groupes armés totalement incontrôlables qui ont bénéficié des armes françaises parachutées par le président Sarkozy pour faire tomber le régime de Kadhafi. Sur ce point, je souhaite que la représentation nationale soit extrêmement vigilante avec les armes que notre pays exporte dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et je souhaite également que nous puissions avoir une réelle réflexion pour réformer la politique d'exportation d'armement de la France en contraignant l'exécutif à plus de transparence et à faire rentrer la représentation nationale en nombre pour son contrôle. La majorité n'a que le mot de contrôle à la bouche lorsqu'il s'agit du rôle du Parlement, feignant d'ignorer que le pouvoir législatif que nous détenons du peuple devrait être mis en avant. Eh bien ici, voici un véritable cas pratique qui serait bien loin d'être cosmétique. Autre axe stratégique que la France devrait accélérer, bien plus que ses exportations d'armement, c'est son engagement pour l'écologie. Les députés communistes pensent que le phénomène de dérèglement climatique, qui s'intensifie sous nos yeux, est un phénomène qui s'amplifiera et qui amplifiera les inégalités sur Terre et qu'il faut combattre partout et tout le temps. Car ce sont toujours les populations les plus fragiles qui sont touchées par ces phénomènes. Le premier engagement pour la paix de la France devrait donc commencer par respecter ses propres engagements de l'accord de Paris et tout mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique. Car ce phénomène ne connaît pas de frontières et les dégâts provoqués par l'industrialisation massive des pays occidentaux depuis plus d'un siècle a profondément bouleversé les équilibres climatiques sans que l'Afrique ou qui que ce soit d'autre n'ait eu son mot à dire. Par exemple, la désertification des terres au Mali en est une des conséquences directes. Et ce phénomène est dramatique puisqu'il a provoqué ces mouvements de population et leur appauvrissement. En migrant, ces populations sont entrées en concurrence pour l'usage des sols, notamment entre pastoralisme et agriculture, ce qui a occasionné des tensions comme la semaine dernière au Mali. La situation du lac Tchad est similaire, alors que ce bassin fournit de l'eau à près de 30 millions d'habitants sur les 4 pays bordant les rives de ce lac. Avec le dérèglement de cet écosystème, de forts risques d'appauvrissement des populations en lien avec les problèmes d'approvisionnement en eau, notamment dans l'agriculture, apparaissent. Et lorsque les conflits d'usage s'implantent dans une zone aussi appauvrie, les risques de recrutement au sein des groupes criminels augmentent, comme Boko Haram, qui tient un véritable bastion, et c'est un bastion idéologique qui s'appuie sur la misère des gens et sur la pauvreté des gens, ce bastion qu'il tient autour du lac Tchad et qui est maintenant actif dans plusieurs pays du Sahel, comme le Tchad ou le Niger. Cet accord de coopération militaire avec le Nigeria est donc d'une portée limitée, voire apparaît parfois dangereux au regard de ce que je vous expliquais concernant l'armée nigériane. Il permettra peut-être d'améliorer les réponses directes aux attaques de pirates dans le golfe de Guinée, c'est une bonne chose, ou sur les rives du lac Tchad, mais ne permettra jamais de résoudre les vraies causes du mal. Parce que les grands problèmes, je l'ai dit tout à l'heure, sont profonds, ceux qui mériteraient de mobiliser toute l'énergie de notre diplomatie, le réchauffement climatique, les instances multilatérales, le monopole de certains produits de consommation locale, les services publics, l'agroalimentaire et le fait que les paysans pourraient aussi reprendre la conquête de leurs graines. Pour conclure, 3 éléments nous portent à nous abstenir sur ce texte, Madame la rapporteure. D'une part, la violation des droits de l'homme menée par l'armée nigériane depuis plusieurs années, dans le cadre du conflit avec Boko Haram. D'autre part, nous nous demandons si l'intérêt de cet accord n'est pas principalement tourné vers l'exportation d'armements, que nous regretterions. Et enfin,
La sécurisation juridique et judiciaire des rapports entre nos deux armées, qui coopèrent déjà sur le terrain, nous amène à ne pas nous prononcer contre ce texte.